Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. 18h36, c'est la dernière ligne droite pour votre Punchline Weekend sur CNews et sur Europe 1. Noémie Alliot, toujours avec moi, Nathan Dever, Véronique Jacquier, Michel Auboin et Gauthier Lebret. On va prendre la direction, si vous voulez bien, de Montpellier maintenant, puisqu'on évoquait le narcotrafic avec la prise de position du maire de Grenoble, maire écologiste. Il faut le rappeler, là, c'est le maire socialiste de Montpellier qui a donc décidé de s'attaquer au blanchiment d'argent lié au narcotrafic. Écoutez ce reportage de Jean-Luc Thomas, assez édifiant, il faut bien le reconnaître. Dans certains quartiers de beaucoup de villes françaises, on trouve en grand nombre des épiceries de nuit, des barbiers, des bars à chicha ou des kebabs. Souvent, ces commerces sont liés au blanchiment d'argent dû au narcotrafic. Ex-député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal a travaillé longuement sur ce sujet. Je voudrais qu'on m'explique, quand dans un territoire, vous avez 5 épiceries de nuit, une à côté de l'autre, il n'y a jamais de clients et qui déclarent des recettes, ça pose un débat. Donc arrêtons, faisons une vraie décentralisation, les maires doivent avoir du pouvoir. À Montpellier, le maire aimerait pouvoir s'opposer à l'ouverture de certains commerces douteux. Les syndicats de police approuvent. C'est un outil supplémentaire dont on ne devrait pas se priver. Le narcotrafic est aujourd'hui un cancer pour la société et je pense qu'il faut l'attaquer à la racine. Ce local appartenait il y a quelques années en arrière à une chaîne de restauration rapide. La mairie a préempté le bail tout simplement pour éviter que les narcotrafics et le blanchiment d'argent puissent servir ici, place de la Comédie, puisque nous sommes au cœur de Montpellier. Les commerces, il y en a qui sont visibles, d'autres qui le sont moins. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'investigations, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Ces commerces du blanchiment sont parfois collés les uns aux autres, comme dans cette rue. En 2005, Montpellier compte alors 20 épiceries de nuit. Elles sont 200 aujourd'hui. Édifiant, hein, Michel Auboin, ce reportage. C'est vrai qu'une fois, je suis chez un barbeur. On va pas incriminer tous les barbeurs, hein, c'est pas l'objectif non plus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, au moment de payer, il dit non, pas de machine, du liquide. Du liquide, j'ai trouvé ça étrange, mais non, on n'a pas de machine. Ouais, bon, il y a des coiffeurs qui utilisent aussi les machines. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est un phénomène qui est assez répandu et depuis déjà un peu de temps, parce qu'en fait, le gros problème de logistique des marchands de drogue, c'est l'argent liquide. Ouais. Parce qu'on peut pas les déposer à la banque, tout le monde a compris. On peut quand même difficilement aujourd'hui les déplacer d'une frontière à l'autre avec des mallettes. Donc il faut trouver un autre système. Et ces petites boutiques servent à établir des comptes en liquide pour des produits qui n'ont pas été vendus. En fait, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et si vous les multipliez, évidemment, vous multipliez les sources de blanchiment possibles. Et d'ailleurs, je parle de blanchiment, c'est drôle, parce qu'il y a aussi des blanchisseries dans les blanchisseuses. Mais donc ça se multiplie beaucoup. Et surtout, c'est très visible, parce que effectivement, vous passez, vous et moi, devant des restaurants où il n'y a jamais de clients et qui restent pourtant toujours ouverts et qui font pas faillite. Donc je pense que c'est à bon droit que le maire de Montpellier a souhaité prendre position. Après, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on voit bien que tout ça n'est pas de la compétence du maire. Ce qui peut pas interdire l'installation d'un commerce, ça c'est absolument interdit par la loi. Il peut pas préjuger du fait que ça sera pour blanchir de l'argent, parce qu'après tout, ça peut être une fleuriste qui a envie de vendre des fleurs. Et donc, un coiffeur qui a envie de raser. Ce qui nous manque, c'est quand même aujourd'hui des services de contrôle qui sont capables de descendre dans les magasins, de vérifier la comptabilité réelle, de faire de l'investigation et surtout parce que derrière tout ça. Et pour rebondir sur ce que disait Nathan tout à l'heure, il y a un autre élément qui est important, c'est que tout ça, c'est sans charge sociale, sans impôt. Donc c'est des manques à gagner pour les caisses de l'État de dizaines de milliards d'euros. Ouais. Ça monte vite. Hein. Et oui. Donc des redressements fiscaux, des saisies sur ces magasins, etc. C'est aussi une façon de réalimenter le dispositif et de dire bon, on peut pas en France faire un commerce sans jamais payer de charges. Véronique Jacquier.
Oui, je crois qu'il ne faut pas être naïf dans cette affaire et c'est bien de voir que la mairie de Montpellier se réveille parce qu'effectivement, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais on a laissé faire. Alors, sans doute parce que ces locaux commerciaux, les baux de ces locaux commerciaux sont à la charge de propriétaires privés, mais quand on vient vous proposer un énorme pas de porte alors que votre local n'est pas forcément sur un bon emplacement, vous pouvez peut-être vous dire qu'il y a anguille sous roche et vous pouvez peut-être vous dire que les 50 000 €, c'est pas forcément de l'argent qui est blanc-bleu. Et donc, je pense qu'il y a une forme de charge morale, je le dis parce que j'ai vu ça dans certains centres-villes, où vous voyez la physionomie de certains centres-villes changer, mais où c'est, ah non, je prends l'argent, mais surtout, je regarde pas ce qui se passe. Hein. Non, ça c'est pas grave si effectivement, derrière, on blanchit de la drogue. Moi, ce que je veux, c'est rentrer mon argent et je veux que mon loyer soit payé. Donc, il y a aussi une forme de lâcheté collective par rapport à ce qui s'est installé il y a quelques années, par rapport à, effectivement, ce blanchiment d'argent. Et les maires ouvrent les yeux, c'est bien, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas, en théorie, faire grand-chose, si ce n'est, comme vous l'avez dit, peut-être faire des contrôles et ensuite alerter des propriétaires, mais sans doute sera-t-il trop tard. Gauthier Lebret, comme quoi, même quand on est de gauche, on peut prendre des mesures radicales versus ce qui se passe à Grenoble. Oui, mais le maire de Montpellier est d'une gauche républicaine. Je rappelle que c'est lui qui avait signalé l'un des influenceurs algériens à Bruno Retailleau, le 3e, il me semble, celui d'ailleurs qui n'a pas pu être expulsé, enfin qui est arrivé sur le tarmac d'Alger avant de repartir aussitôt parce que les Algériens avaient refusé de le prendre malgré son passeport. Donc il n'y a pas de surprise sur le maire de Montpellier qui est de la gauche républicaine, d'une gauche qui pourrait être celle de Manuel Valls, même si pour la France insoumise, ces hommes-là ne sont plus de gauche. À partir du moment où vous luttez contre le narcotrafic, contre la montée de l'islamisme, que vous demandez plus de sévérité, que vous n'insultez pas les policiers tous les 4 matins, mais au contraire que vous les félicitez, oui, forcément. Le problème aujourd'hui de la gauche, c'est qu'elle s'est fait, à l'Assemblée nationale du moins, la gauche républicaine s'est fait vampiriser par la France insoumise. Donc la force névralgique de l'Assemblée nationale à gauche, c'est évidemment LFI. Et les écolos, j'en parle même pas. Effectivement, avec Éric Piolle, vous avez la ligne directrice et les déclarations de Marine Tondelier, souvent sur l'Algérie aussi d'ailleurs, préférant Alger à Paris. Oui, après, il y a quelques... c'est comme dans un village gaulois, il y a quelques résistants, à cette, oui, on en cette gauche-là. On en parle. Noémie Alluot. Oui, je rejoins complètement ce que Gauthier vient de dire. C'est vrai que ça paraît presque surprenant que la sécurité soit typiquement vue comme un sujet de droite, oui. Alors même que ce sont souvent les classes populaires qui payent les pots cassés. Ce sont souvent dans les classes, auprès des endroits où vivent les classes populaires qu'il y a ces trafics, qu'il y a ces fusillades, et ce sont souvent les pauvres qui payent le prix de façon beaucoup plus fulgurante que ceux qui peuvent se réfugier dans des tours d'ivoire avec des digicodes et des endroits où ils sont ultra sécurisés. Donc, si vous voulez, cette question ne devrait pas, elle est devenue et elle est perçue comme une question de droite, mais au fond, elle devrait être universelle et même la gauche devrait s'en saisir. La sécurité, c'est une question au fond qui concerne tout le monde. Et pour revenir sur cette question-là qu'on est en train d'évoquer, celle du narcotrafic, effectivement, c'est un ensemble d'acteurs. Au fond, c'est un système où tout s'entretient. Là, on parle des kebabs, des commerces, des blanchisseries qui participent aussi à ce grand système qui alimente le narcotrafic. Mais il y a en fait, finalement, ça va, il l'avait très bien expliqué Bruno Retailleau, ça part du consommateur jusqu'au vendeur, jusqu'au dealer, jusqu'au producteur, et tout le monde fait partie d'un même système. C'est pour ça qu'il faut une réglementation ou en tout cas une pénalisation beaucoup plus importante à tous les niveaux de cette échelle, à tous les niveaux pour essayer de pallier un petit peu ce problème. Allez, dernier mot sur le sujet, Nathan Dever, après on part en Israël rejoindre notre équipe sur place. Oui, en effet, quand on est de gauche, même si on est favorable à la dépénalisation ou à la légalisation, ce qui est mon cas par exemple, on peut pas avoir la moindre complaisance vis-à-vis des trafiquants de drogue. Parce que on parle de mafias criminelles, qui encore une fois font couler du sang, détruisent la République, et comme vous l'avez dit, s'attaquent en priorité aux classes populaires. En tout cas, ceux qui vivent dans des quartiers où ces mafias sont implantées et qui, au quotidien, ont une vie qui est pourrie par ça. Il y avait Marx, déjà dans la social-démocratie allemande, donc c'est vieux comme le monde, disait que les mafias organisées autour de la délinquance ou de la criminalité sont des caricatures de tout ce qu'il y a de pire dans le capitalisme. L'argent énorme, la violence de l'argent, le fait qu'il y a une connexion directe
entre le fait que ces gangs de drogue brassent des sommes énormes d'argent et donc qu'elles se sentent en quelque sorte émancipées de toute forme de loi, de toute forme de contrainte, de toute forme même d'obligation morale. Et donc, en effet, il a été assez grave de voir que certaines personnes de gauche aient, en quelque sorte, pu valoriser la culture qu'il pouvait y avoir autour de ces gangs de drogue. Et j'insiste là-dessus. On peut être favorable à la dépénalisation tout en étant absolument intransigeant sur le fait de dire qu'en l'état, évidemment, ce sont des organisations criminelles.